Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Concernant ma vidéo sur la gouvernance ancienne en Afrique, la deuxième partie, j'ai fait une petite erreur. Le titre du roi chez les Otilés, c'est Ebakwaba. C'est Ebakwaba. Voilà, faut pas... J'ai fait une petite erreur. C'est plutôt la capitale politique où était l'Ebakwaba qui est appelé Baloubate. Voilà, Baloubate. Alors, j'ai eu à dire que je parlerai aussi des symboles du pouvoir. Les symboles du pouvoir sont très importants. C'est comme dans les républiques, on a les armoiries du pouvoir. Mais en Afrique, il y avait des symboles du pouvoir. Chez les Akans en particulier, il y avait le tabouret royal ou siège royal. Il y avait deux modèles de tabourets royaux ou de sièges royaux. Il y avait le siège rectangulaire qu'on appelle Sesebia en Agni et qu'en langue tue on appelle Sesedia. La langue tue, c'est la langue que parlent notamment les Ashanti, les Akwapem, etc. D'ailleurs, c'est la langue par excellence des Akans. Anciennement, tous les textes tambourinés étaient en langue tue. C'est par la suite que des textes ont été traduits en Agni, en langue hébreu, en abouré, etc. Anciennement, tous les textes tambourinés étaient en langue tue. Donc, il y a le Sesebia ou Sesedia, qui est un tabouret de forme rectangulaire. C'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole. Le tabouret, c'est le symbole du pouvoir. Même les Akans qui n'ont pas créé de royaume, toutes les familles sont représentées par un symbole qui est le tabouret. C'est très important de comprendre cela. Comme pour dire que la position assise sur un tabouret, sur un trône, c'est la position royale. Mais que veut dire Sesebia ou Sesedia? Dans le mot Sese, c'est ce qui est juste. Sese, c'est juste. Ça veut dire ce qui est juste. Donc, le roi et la gouvernance doivent s'appuyer sur ce qui est juste. Donc, vous voyez qu'ici, transparaît notamment la notion de justice. La notion de justice. Oui. La gouvernance doit se baser sur la justice. C'est ça qu'il faut comprendre à travers le nom Sesebia ou Sesedia. Mais je vous ai dit qu'il y avait deux modèles de siège. Je viens de vous parler du siège rectangulaire. Mais il y avait le siège circulaire qu'on appelle Pouloué en langue Agni et qui se dit Pouro en langue Tui. Mais Pouro, ça fait référence à quoi? Ça fait référence au cercle simplement, à ce qui est circulaire. Les sièges circulaires, en général, étaient dévolus et étaient faits pour les reines. Alors quand on dit simplement reine, bon, les gens sont un peu confus. Ils préfèrent reine-mère. Mais le mot reine-mère est venu de l'extérieur. Sinon, chez les populations, Akan, c'était reine. Qui veut dire Hema ou Oba Hema. Donc c'était le siège qui était fait pour les reines. C'est-à-dire les Oba Hema ou bien Ohema. Ça symbolise quoi? Ça symbolise la vie. Ça symbolise la fertilité. C'est ça. Ce à quoi renvoie le siège circulaire. Et tenez-vous bien, quand un roi a eu une très bonne gouvernance, quand il décède, on consacre un siège circulaire en son nom.
Pas un siège rectangulaire, mais un siège circulaire. Comme pour dire que sa gouvernance a été féconde. Le deuxième roi des Agni Ndenia, qui sont dans la région de d'Abangourou, Mpekron, le véritable nom d'Abangourou, c'est-à-dire je n'aime pas les parabes. Le deuxième rang, on l'appelle Kwatumansi. Lui, son siège est un siège circulaire, c'est un pouloué. Et pendant la célébration de la fête des Ignam qui marque l'année nouvelle, mais son siège reçoit plus de libations et plus de boules d'igname. Vous voyez? Parce que sa gouvernance a été hautement appréciée par son peuple. Vous voyez? C'est comme ça. Et quand un roi a eu une mauvaise gouvernance, on ne consacre pas de siège à sa mémoire. On ne consacre pas de siège à sa mémoire. Et il est rayé de la liste officielle de ceux qui ont gouverné, des rois. C'est comme ça. Il est rayé de la liste officielle. Évidemment, officieusement, on sait qu'il a régné. Mais il est exclu de la liste officielle. Vous voyez? Donc, chez les Akans, quand vous allez dans la case des sièges ou bien dans la maison des sièges, selon le nombre de tabourets que vous trouvez, ça correspond au nombre de rois officiels, reconnus officiellement. C'est comme ça. Vous voyez, c'est ainsi. Donc, les symboles parlent. Excusez-moi. L'un des symboles de la gouvernance, c'est le sabre, qui quelquefois est appelé Erotor. Hein? Par exemple, chez les Adansés, le sabre est appelé Afnankwa. Quelquefois, ce sabre-là, le sabre symbolise quoi? Le pouvoir guerrier ou militaire du roi, mais aussi son autorité de justice. C'est pour ça qu'il est dit que le sabre du roi frappe à droite et frappe à gauche. Quand ça frappe à droite, ça veut dire que vous êtes innocenté. Quand ça frappe à gauche, cela veut dire que vous êtes condamné. C'est ce que ça veut dire. Quelquefois même, il y avait des sabres qui avaient deux lames. Une lame inclinée avec un seul manche, bien sûr. Une lame inclinée vers la droite, quand on est innocenté. Une lame inclinée vers la gauche, quand on est condamné et disons, jugé fautif. Vous voyez? C'est comme ça. Le sabre, donc, était un symbole, était l'un des symboles du pouvoir. C'était l'un des symboles du pouvoir. Et puis, il y avait ce qu'on appelle abotilé, c'est-à-dire une sorte de tissu qui est noué sous forme circulaire et qui est posé sur la tête du roi. Qui est posé sur la tête du roi. Ouais. Pour dire que le roi doit être rempli d'intelligence. Mais aussi, le roi est appelé Nana. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est le représentant vivant des ancêtres. Parce que Nananom, ce sont les ancêtres. Vous voyez? Donc, il tient son pouvoir des ancêtres. Donc, les ancêtres ont établi des coutumes, des règles, des lois. Il ne peut pas les enfreindre impunément. Ce n'est pas possible. Vous voyez? C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je disais que le roi aussi, il gouverne en tenant compte de ce que les ancêtres ont institué. Et il est dit que s'il ne gouverne pas selon la volonté non seulement de son peuple, mais selon aussi la volonté des ancêtres qui ont établi des règles et des coutumes, il est sanctionné par les ancêtres. Il est puni par les ancêtres. Vous voyez? D'ailleurs, le siège principal porte souvent, pas forcément, toujours, mais très souvent,
le nom de l'ancêtre qui a créé le royaume. Et c'est avec ce siège-là, le siège de cet ancêtre fondateur, c'est avec son siège qu'on fait le rituel d'intronisation du roi. Vous voyez, qu'on fait le rituel d'intronisation du roi. La reine, appelée improprement reine-mère, elle aussi, elle a son siège qui est circulaire. Et le premier siège, c'est celui de celle qui a été la fondatrice aussi du royaume, puisque le fondateur du royaume, soit c'est sa mère qui a détenu le premier siège de reine, ou bien sa sœur. Quand il dit sa sœur, c'est une sœur classificatoire, ce n'est pas forcément que il a la même mère que celle-là, puisque souvent c'était un système matrilinéaire. Vous voyez? C'était ça la gouvernance en Afrique ancienne, notamment pour le cas des Ankas que j'invoque ici spécifiquement. Vous voyez? C'était comme ça. Et quand il accède au pouvoir, le roi, il prête serment avec le jurement du royaume. C'est-à-dire, je vous ai expliqué que le jurement, c'est une courte phrase qui rappelle un événement ou des événements douloureux que le royaume a vécu. Donc, on ne plaisante pas avec. Et c'est avec ce même jurement-là que les notables, eux aussi prêtent serment de fidélité au roi. Quand le roi meurt et qu'il a eu une bonne gouvernance, même ce jurement-là, les notables l'utilisent pour prêter serment, même devant le roi défunt. Alors, il a droit à ce qu'on incline un siège à sa mort. Après sa mort, je vais dire, on incline un siège. Alors, il entre dans la liste officielle des rois. Il y a beaucoup de choses à dire sur la gouvernance. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. Donc, je vais m'arrêter là. Par exemple, le jurement dans le royaume Brondiama, c'était quoi? C'était Mekantin. Quand ils ont eu la première guerre en tant que royaume constitué contre l'Ashanti, les Brondiama ont dû se réfugier dans la cité de Kong. C'est de là que c'est ce qui donne Mekanpon. Et puis, quand en 1818, ils ont perdu la guerre encore face aux Ashanti, le long du ruisseau Tin, c'est ça qui a donné Mekantin. Donc, ce sont les deux associés qui donnent Mekanpon-Mekantin, qui est le jurement du royaume Brondiama. Vous voyez? Donc, celui-même qui prononce, disons, indûment ce serment et qui est jugé et qui est trouvé fautif peut être décapité. Mais il y avait un recours. L'un des symboles, c'est quoi? C'est le grand tambour. C'est le grand tambour du royaume. Même celui qui est condamné à mort, s'il a pu venir toucher avec ses mains le grand tambour, il n'est plus condamné à mort. C'était comme ça. Si bien qu'il est dit que devant le grand tambour, même le roi s'incline. Devant le grand tambour, même le roi s'incline. Le grand tambour des Brondiama était appelé Bento. Bento. C'est-à-dire, la noblesse ne s'achète pas. Le grand tambour des Baoulés, Walebo, de Sakassou, ça s'appelle Kwakra. Ça veut dire l'âme de la guerre. Traduit littéralement, c'est l'âme de la guerre. Kala, c'est l'âme. Kwa, c'est la guerre. L'âme de la guerre. Oui. Donc, c'était un orchestre. C'était un orchestre de tambour. Mais le principal, le grand tambour, c'est ça qui faisait aussi la valeur de l'orchestre de tambour. C'est ce que les Baoulés appellent clin-pli. Mais chez les Ashanti et autres, ils appellent ça fantôme from. C'était aussi l'un des symboles du pouvoir. Oui. Pour dire que le roi lui-même, là, il s'incline devant le grand tambour. Et même si son conseil judiciaire a condamné quelqu'un à mort, si ce dernier-là a pu venir courir et venir toucher le grand tambour, il n'est plus exécuté. Je m'arrête là.
nous allons poursuivre cette série de vidéos sur la gouvernance ancienne en Afrique noire. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans un pays appelé la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.